Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Frédéric vient de vous l'indiquer, je m'appelle Michel et je suis conseiller environnement à la Maison Paris Nature, au Parc Floral. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique assez discrète de la biodiversité, à savoir les galles et l'étude des galles, la cécidologie. Donc, au sommaire, nous allons définir ce qu'est une gale. Voilà, quelles parties des plantes sont affectées, quels sont les organismes responsables des galles, tout en sachant que nous allons surtout nous attacher aux organismes animaux, car vous allez voir qu'il y a d'autres organismes responsables de galles. Voilà, nous parlerons de quelques cycles complexes, vous allez voir. Quelquefois, il y a des mâles, quelquefois, il n'y en a pas. Quelquefois, il y a une alternance sexuée-asexuée. Donc ça, je vous garde tout ça pour la fin, parce que c'est ce qu'il y a de plus complexe. Voilà. Et les galles, nous en parlerons également comme élément de la biodiversité. Et nous verrons également que les galles peuvent être des écosystèmes à part entière, même si elles font partie d'écosystèmes souvent forestiers beaucoup plus vastes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une gale? Alors, une gale, l'étude des galles, c'est la cécidologie, du grec kékis. Voilà. Une gale est une production de cellules végétales anormales sous l'action d'un organisme extérieur, parasite ou symbiotique. Donc soit ils peuvent vivre ensemble, soit c'est un parasite qui pourrait être néfaste à la plante. Les plus grosses gales connues sont les balais de sorcières sur les pins sylvestres. Donc là, ils savent pas trop si c'est un virus ou une bactérie, mais ça fait plusieurs centaines de kilos. Voilà. En fait, c'est une malformation de la croissance des aiguilles. Vous pourrez rencontrer des balais de sorcières, pour ceux qui vont au parc floral, dans la pinède. Voilà. À chaque fois que je vous donnerai un exemple, je vous dirai où on peut le trouver aussi au parc floral. Voilà. Car c'est l'endroit que je connais le mieux à Paris. Voilà. L'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi de découvrir quelques galles et de pouvoir retourner ensuite dans l'espace vert le plus proche pour aller à leur rencontre. Voilà, tout en sachant que c'est pas la bonne saison pour étudier les galles, à l'exception des balais de sorcières comme celui-ci, qui est vraiment très très visible. Et voici tout un petit panel de galles, donc nous allons survoler un petit peu tous ces sujets. Alors, comment se crée une gale? Alors, c'est sous l'action d'un organisme intrus qui soit va pondre en ce qui concerne les animaux ou parasiter un végétal si quand il s'agit d'une bactérie ou d'un virus. Et sous l'effet de cette piqûre, l'organisme sécrète des substances chimiques qui vont induire une production d'hormones de la part du végétal, mais dans une croissance anormale, anarchique. Voilà. Donc une gale, c'est comparable à une tumeur, à la différence près qu'elle est bénigne et qu'elle reste très localisée. Nous reparlerons tout à l'heure de la localisation, qui apparemment pourrait être une stratégie du végétal pour canaliser une attaque à un endroit précis au lieu d'attaquer tout l'organisme ou tout l'arbre, par exemple. Donc là, le sujet, c'est un synapse, une petite guêpe donc, qui va pondre et ensuite la déformation se crée à la suite de cette piqûre. Alors, qui déclenche la gale? Alors, ça peut être les adultes, nous venons d'en parler, avec la piqûre quand ils pondent. Ça peut être les œufs, qui produisent des propriétés enzymatiques. Ça peut être les larves également. Ça peut être la combinaison des œufs ou des larves. Alors, on s'est rendu compte que ça venait vraiment des organismes intrus en regardant le phénotype des galles. Alors, le phénotype d'une gale, c'est-à-dire que chaque individu d'une espèce va donner une gale particulière. Vous verrez tout à l'heure des gales chou-fleur, des gales lentilles. Et donc,
chaque espèce donne une gale particulière, mais il se trouve que certains synapses s'hybrident entre deux espèces différentes qui donnent un nouvel individu d'une nouvelle espèce et qui va donner des gales également hybrides avec le caractère des deux gales différentes. Voilà. Donc c'est bien l'organisme cécidogène qui crée la gale, qui déclenche la gale. Alors prenons une gale de plus près. Là, c'est un synapse avec la petite larve. On se rend compte tout de suite que là, il n'y a qu'une seule loge. Ça peut être multiloge, ça dépend des gales. Voilà. Donc c'est la gale cerise du chêne qui a été coupée en deux. On se rend compte que à l'intérieur, il y a à manger et que ces cellules sont très très appétantes. Appétantes, c'est-à-dire qu'elles sont très très nutritives, avec beaucoup de sucre, de sève, et quelquefois ces gales ont des éléments nutritifs beaucoup plus intéressants que dans d'autres parties de la plante. Donc, c'est vraiment, on amène beaucoup d'énergie dans cette partie-là pour conserver la larve bien à l'abri. Il y a une couche externe qu'on peut considérer comme de l'écorce, donc qui va protéger des attaques des parasites. Les parasites qui veulent attaquer vont attaquer quand quand la gale est jeune et verte. Là, elle ne craint pratiquement plus rien. Certaines gales ont une grande pilosité qui peut compliquer aussi l'accès aux prédateurs. Et puis à l'intérieur de cette petite loge, bien sûr, les larves sont très très bien protégées contre les intempéries, les gelées, les fortes chaleurs. Voilà, bien tranquille, en train de manger l'intérieur de la gale. Alors ne pas confondre avec la gale. La gale est également un parasite, c'est un acarien, voilà, qui s'attaque aux humains, mais pas que, aux mammifères aussi. Et la femelle creuse un sillon sous la peau pour y pondre ses œufs. Donc la gale s'est créée qu'un seul L. Voilà. Juste pour terminer sur la gale, sachez qu'il existe deux sortes de gales, une commune et une norvégienne. La gale norvégienne, elle est très 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 contagieuse et très compliquée à soigner. La gale classique se soigne très bien en dermatologie avec des acaricides. Voilà, mais revenons à nos moutons, comme on dit au pays de Galles. Alors, gale ou pas gale? Qu'est-ce qu'une gale? Ici, vous avez donc un fruit qui a été dévoré de l'intérieur par la larve du charançon. Donc là, on n'invente pas la formation d'une gale, c'est un fruit qui a été dévoré. Voilà. Alors qu'ici, nous avons un tissu particulier qui a été créé par le végétal. Voilà. À la suite, rappelez-vous, de la piqûre d'un insecte. Donc le critère essentiel pour définir une gale, c'est la participation active du végétal au changement de forme d'une de ses structures face à une intrusion extérieure. Là, vous avez un fruit, là, vous avez une gale. Voilà. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a aussi des pseudo-gales. Voilà. Alors, quelles parties des plantes sont affectées? En gros, toutes les parties des plantes, toutes les formes de plantes, que ce soit les plantes herbacées, les buissons, les arbres, on va voir même les algues, peuvent être parasitées. Donc, commençons par les tiges. Voici quelques formes de gales. Donc, gale en rosette, voilà, à l'extrémité des tiges. Alors, ils ont tous des petits noms un petit peu particuliers, très très peu ont des noms vernaculaires, comme on dit. Donc, je vous laisse les lire, les noms, mais on va pas trop s'amuser. On regardera plutôt si ce sont des diptères, des hyménoptères ou autre chose, et sur quel végétal se forme cette gale. Donc là, à l'extrémité des saules. Sur les feuilles, voilà, je pense qu'on a tous rencontré des érables avec des petits pics. C'est les gales les plus connues. Pardon. Donc là, ce sont des acariens. Alors les acariens, eux, vivent plutôt en colonie. Alors que là, vous voyez une cellule unique. Donc les gales peuvent également se créer sur les racines. Donc ça, nous en reparlerons tout à l'heure.
car ces galles qui sont créées par des organismes peuvent être en symbiose avec la plante ou être complètement néfastes à la plante, comme le font les nématodes. Nous y reviendrons. Donc toujours sur les tiges, si vous connaissez les phragmites qui poussent dans les zones humides, à ne pas confondre avec le typha. Le typha fait également des inflorescences en forme de cigare, mais donc là nous avons affaire au phragmite qui fait plutôt des plumeaux, mais vous pouvez rencontrer ce genre de cigare, et donc là nous sommes sur des diptères, donc la famille des mouches, qui créent ce genre de galles, avec toute une succession de larves dans ce cigare. Toujours sur la tige du framboisier. Donc là, vous avez affaire à un diptère avec sa larve. Sur les bourgeons. Donc sur les bourgeons, avec les futures feuilles, on va dire que les feuilles ont quand même grandi, mais elles sont restées soudées. Voilà. Donc là, c'est un cynips, famille des petites guêpes. C'est ce qu'on appelle aussi les galles artichauts. Voilà. Donc par contre, ils ont des jolis petits noms. Voilà la galle sphérique, je la trouve très très belle, couronnée. Donc là, nous sommes sur les bourgeons naissants. Sur les fruits, donc tout le monde connaît les galles causées sur les glands. Donc ça, vous en rencontrerez beaucoup dans la chênaie, par exemple, des parcs floraux, ou la gale chevelue également sur les glands. Et sur les fleurs, donc quelques galles de fleurs. Voilà, encore un cynips sur les fleurs, et celle-ci sur la tanésie. Donc la tanésie est une plante assez basse. Nous en avons un grand massif dans la friche du pavillon numéro 1 du parc floral. Donc je vous invite à venir en mai-juin quand la tanésie est en fleurs pour essayer d'observer cette galle de la mouche massue de la tanésie. Je serai le premier à regarder parce que je ne la connais pas. Donc voilà, nous avons vu que toutes les parties du végétal peuvent être atteintes, mais pas tout le végétal en entier. Donc maintenant, nous allons voir quelques organismes responsables de ces galles-là. Donc on les appelle des organismes cécidogènes qui génèrent une galle. Voilà. Donc il y a des champignons, il y a des bactéries, des virus, des animaux. Nous allons surtout nous intéresser aux animaux, bien sûr. Alors, les bactériocécidies, donc ce mot est constitué de cécidigales et bactériaux, et ainsi de suite. Donc voilà, à gauche, vous avez des nodosités de bactéries, donc celles-ci vivent en symbiose avec la plante. On parlera tout à l'heure des effets de symbiose. Et alors que la gale du collet, est très très néfaste à la plante. Voilà. Donc une symbiose et là un parasitage. Alors il existe également des galles créées par des champignons. Donc voilà, une cloque. Alors sachez qu'il y a des milliers de cloques, il y a des milliers. Est-ce une vraie gale ou pas, ou une simple déformation? En attendant, il est dans les livres de reconnaissance des galles. Alors ensuite, on va un petit peu énumérer les différents animaux qui, eux, créent des galles, des vraies ou des pseudo-galles. Donc, les hémiptères, les pucerons, punaises et les psylles. Donc voilà, par exemple, le psylle qui crée la gale en forme de cuillère sur le buis. Donc ça, pareil, dans les haies du parc floral, dans les buis qui n'ont pas encore tous été détruits par la pyrale du buis, vous pouvez trouver à l'extrémité de ces feuilles un petit peu en cuillère, en forme de cloche, avec la larve du psylle. Donc là, est-ce qu'on est dans une réelle déformation du végétal ou dans une simple courbure? Voilà, ça c'est un débat de cécidologues, mais vous les retrouvez dans les guides de reconnaissance des galles. La gale massue du puceron. Donc là, vous voyez, ce sont des colonies
gale massue. Les hyménoptères maintenant, donc là c'est la famille des guêpes, des abeilles, et donc dans cette grande famille vous avez des espèces sociales, mais beaucoup d'espèces solitaires, donc les cynips, les tentraides et les eurytomes. Voilà, celle-ci vous l'avez peut-être déjà vue, la gale cerise. Donc ce sont des petites guêpes. Les tentraides, jolies gales, sur les saules, et Eurythoma sur une amande. Alors là, est-ce que c'est un fruit qui a été dévoré ou est-ce qu'il y a une réelle déformation du végétal? Il est également dans les livres de reconnaissance des gales. Les diptères, donc la famille des mouches. Diptère veut dire deux ailes, juste pour revenir. Hyménoptère veut dire les ailes membraneuses. Donc diptère. Donc là, nous sommes chez les mouches, moucherons. Donc multiloge. Voilà, là, sur la pulicaire. Et voici le réceptacle avec le trou de sortie des individus. Donc, la fleur s'est complètement transformée en pouponnière. Les lépidoptères, alors que l'on appelle des pseudogales, parce que là c'est pareil, c'est une pliure de la feuille qui est causée par la larve et il n'y a pas de réelle déformation. Et les mineuses, voilà, qui elles se créent des corridors dans le limbe de la feuille, qui se nourrit donc de la feuille. Voilà, également des pseudogales. Les tordeuses et les mineuses, qui elles par contre peuvent faire de réels dégâts. Vous voyez la mineuse du marronnier, là, quand elle s'attaque à un arbre, et c'est très très contagieux via les œufs. Les coléoptères, donc ça, ce sont plutôt des exceptions. Il y a quelques coléoptères, donc coléo veut dire étui, de la famille des coccinelles, qui créent des gales. Les charançons, voilà, sur une passerage drave, petite plante herbacée. Et un longicorne, donc là on est vraiment aussi dans les exceptions, ce sont les seuls dans leur ordre à créer des gales sur le peuplier. Les acariens, donc là nous avons quitté les insectes pour arriver chez les arachnides. Alors beaucoup d'acariens vivent en symbiose avec les végétaux. Ils vivent dans les pilosités des feuilles, par exemple. Alors en symbiose, c'est-à-dire qu'ils leur apportent, il y a un bénéfice réciproque. Là, nous sommes vraiment dans des organismes cécidogènes qui créent des gales sur noisetiers, sur tilleul. Celle-ci est très très connue, on la voit souvent. Voilà. Donc particularité de ces acariens, de ces trois grands groupes d'acariens, c'est qu'ils sont en forme de larves, souvent, et qu'ils n'ont que 6 voire 4 paires de pattes. Voilà, alors ça c'est bien une exception, parce que les acariens sont des arachnides à 8 pattes, sauf ces trois groupes qui créent des gales. Voilà. Le tarsonème des cerfs peut créer de gros dégâts dans les végétaux cultivés, bien sûr. Nous en reparlerons des dégâts. Donc, il existe également un autre groupe animal qui sont les vers. Voilà, donc quelques vers blancs que l'on appelle des nématodes sont capables de créer des gales. C'est des gales de racines, des gales de collet, bien sûr, car leur milieu de vie, c'est le sous-sol. Voilà. Donc là, on voit l'introduction dans une racine de tomate d'un ver blanc. Donc les cultivateurs veillent à limiter ce genre d'attaque, bien sûr, via différentes techniques, qu'elles soient chimiques ou pas. Voilà. Je vous ai mis ça, c'est pour une petite anecdote. Si vous voulez révéler dans le sol les nématodes, les vers blancs qu'on ne voit pratiquement pas, il existe la méthode de Berman.
Donc, je vous invite à aller sur Internet pour regarder comment se créer un petit appareil de Berman pour révéler les nématodes, les petits vers blancs qui sont dans votre sol. Voilà. Et il existe une exception, un crustacé aquatique que l'on appelle un rotifère. Voilà. Donc, qui fait partie du zooplancton, plutôt d'eau douce. Rotifère parce il a des cils ici qui tournent pour pouvoir se déplacer et attirer la nourriture dans sa bouche. Donc, comme une roue. Voilà. Et lui, il crée des galles sur ces algues vertes, ces algues filamenteuses que l'on peut rencontrer dans les mares, surtout dans les jeunes mares, en tout cas plutôt en eau douce, et donc qui crée ce genre de petites galles. C'est vraiment une exception. Il y a un crustacé donc qui crée des galles. Il y a 1500 espèces en France, seule une espèce crée des galles. Hein. Plutôt en eau douce, c'est ce qu'on appelle le zooplancton, donc qui se nourrit de phytoplancton, d'algues unicellulaires. Et puis certains sont des prédateurs d'autres organismes comme les daphnies et autres. Voilà, je crois que nous avons fait le tour, pardon, des animaux qui créent des galles. Alors, est-ce que ces galles sont néfastes aux plantes? On va dire en général non. Dans la nature, oui, s'il y a une concentration de plantes ou une culture de plantes. Mais en milieu naturel, ça ne fait pratiquement aucun dégât. Je vous ai dit tout à l'heure que le végétal, suite à cette attaque, va créer des tissus, mais très nutritifs. Les cécitologues estiment que c'est une stratégie pour amener des parasites dans un endroit donné et les canaliser à cet endroit. On va avoir un contrôle dans l'espace et dans le temps sur ces parasites. Et pendant ce temps-là, la plante peut continuer à croître de manière naturelle. Alors, tout au plus, quand il y en a beaucoup sur le feuillage, par exemple, ça peut nuire à la photosynthèse, bien sûr. Mais en général, un arbre adulte ou une plante adulte et saine peut supporter les attaques des parasites de ce genre. Il n'en va pas de même avec les végétaux cultivés. Donc les nématodes, voilà ce que ça peut donner. Un terrain avec beaucoup de nématodes ou un terrain équilibré. Donc sur les cultures maraîchères, sur l'arboriculture. Donc là, les professionnels font des diagnostics parce que quand il y a des attaques de nématodes, c'est qu'il y a souvent un dérèglement du sol et du vivant. Voilà. Et donc les nématodes sont contrôlés. Mais là, nous sommes dans l'aspect agricole et économique. On n'est plus dans le milieu naturel. Hein. Voilà. Les acariens peuvent faire des dégâts également sur les feuilles de vigne ou dans les végétaux cultivés en serre. Bien sûr, dès qu'il y a une attaque parasitaire dans ce genre de milieu, ça fait beaucoup de dégâts. Mais tout ça, ou alors sur les champs de céréales, les charbons, les caries, les rouilles, tout ça font partie des galles. Alors, il existe quelques cas de mutualisme. Je vais un peu vite, excusez-moi. Le mutualisme, c'est l'interaction entre deux ou plusieurs organismes. Au cours de cette interaction, il y a un bénéfice réciproque. Voilà. Donc, dans la nature, beaucoup d'espèces ont trouvé comme ça à s'associer avec d'autres pour un bénéfice réciproque. Prenons le cas du trèfle blanc qui est des bactéries du genre Rhizobium qui vivent dans les racines du trèfle. Donc, les bactéries vont capter l'azote de l'air et le réduire en ammonium qui peut être assimilé donc par la plante. La plante, elle, va apporter aux bactéries le produit de sa photosynthèse, c'est-à-dire des sucres voilà, qu'elle va apporter aux bactéries. Donc là, on est dans une symbiose. L'un ne peut pas vraiment vivre sans l'autre. C'est pas du tout néfaste à la plante. Et donc, les fabacées ont cette faculté de créer cette symbiose avec les bactéries Rhizobium.
Pour la petite anecdote, voilà la gale en rosette qui est très très concentrée en phénol, tanin. Ce sont des composés organiques volatiles très très forts. On parlera tout à l'heure des usages qui ont été faits avec les gales. C'est principalement pour récupérer les tanins. Et donc ils se sont rendus compte que une plante avec beaucoup de rosettes n'était pas dévorée par les rennes. Donc voilà, c'est une symbiose entre la plante et l'organisme cécidogène. C'est pour l'anecdote. Alors, non, maintenant que nous avons vu qu'est-ce qu'une gale, quelles sont les parties des plantes qui sont attaquées, quels sont les organismes qui dévorent toutes ces petites plantes, nous allons nous attacher un petit peu plus à la cécidologie, à l'étude et à la reconnaissance. Euh, par quelle méthode allons-nous faire des progrès dans le domaine? Donc il y a deux manières d'aborder la découverte des gales. Soit vous déterminez une plante et après vous allez chercher les éventuelles gales. Donc vous cherchez un églantier, vous regardez s'il y a des gales. Soit vous tombez sur la gale, ensuite vous allez déterminer la plante pour pouvoir trouver l'individu qui a créé cette gale. Donc ça dépend un petit peu de lors de vos promenades. Vous pouvez choisir un chêne et chercher les gales, ou trouver une gale de chêne et déterminer la plante. Donc, par convention, on nomme d'après le nom de l'organisme. Donc là, c'est un synipse qui a provoqué une gale sur l'églantier. Donc, c'est le synipse de l'églantier ou la gale suivie du nom de la plante ou gale de l'églantier. Donc, chaque organisme s'occupe d'une plante ou d'un genre de plante, donc ça les rend quand même très très spécialisés et donc fragiles. Si la plante disparaît, l'agent pathogène peut également disparaître. C'est le problème quand on est très spécialisé. Donc je vous présente cette aide, voilà, qui a été faite par un Belge qui sont très très forts en cécidologie, Jacques Lambinon. Il y a 350 gales. Ce livre est disponible au centre ressources de la Maison Paris Nature. Donc c'est une liste des végétaux, donc l'entrée est le végétal et ensuite on va chercher l'agent. Donc la première étape pour bien déterminer une gale, c'est de déterminer la plante hôte. Prenons un exemple. Vous trouvez au pied d'un arbre cette gale. Voilà. Donc vous allez ensuite prendre des photos, aller chercher dans une flore, vous arrivez à déterminer que c'est le peuplier noir. Vous allez dans l'aide à peuplier noir et vous cherchez tous les agents pathogènes qui auraient pu créer cette gale. Vous tombez sur celle-ci. Donc là, vous avez affaire à un puceron. On vous explique que c'est une gale du pétiole, donc de la tige de la feuille, et épaissie et spiralée avec 2 ou 3 tours. Voilà, donc vous savez que là, c'est une gale de puceron. Donc voilà à quoi nous sert cette aide-mémoire. D'autres ressources pour aller un peu plus loin. Donc là, ce sont des revues, le guide des gales, les livres qui m'ont aidé à faire cette visio. Voilà, ça c'est un groupe de travail sur les gales en Belgique, un site internet GT Gales. Alors très très peu de travaux en France sur le sujet, très très peu dans le monde d'ailleurs en général. Celui-ci de Madame Westphal du CNRS et des livres un petit peu plus généralistes où vous allez retrouver quelques gales. Donc ces livres sont également disponibles à la bibliothèque de la Maison Paris Nature. Pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Alors là, je vous ai mis 3 listes. En fait, ça reprend un petit peu l'aide-mémoire qui a été fait.
Ces listes, on va les passer vite fait en revue. C'est plutôt qu'elles sont disponibles sur vos demandes. Nous pouvons vous les fournir. Alors, elles ont été réparties en plantes herbacées, arbustives et arbres, où vous allez retrouver les plantes, son nom latin, la description des galles et les organismes qui ont pu créer ces galles. Donc ça, avec ça, après, bah, vous allez dans un parc, vous cherchez ces plantes et puis vous regardez si vous trouvez des galles. Pareil pour les arbrisseaux et les arbustes, c'est une sélection de, d'espèces que vous pouvez rencontrer un petit peu partout. J'ai mis dans le chat notre adresse mail, hein, pour ceux qui veulent nous envoyer un petit mail. N'hésitez pas. Voilà. Et les arbres. Donc là, bah, on va retrouver beaucoup de diptères, des acariens, des hyménoptères, encore des acariens, beaucoup. Donc ça, sur demande, nous pouvons vous le fournir. Nous arrivons à la partie qui est un petit peu plus complexe, comme le titre le dit, c'est-à-dire la reproduction de ces animaux. Alors, nous allons commencer avec un cycle annuel simple à une ou plusieurs générations. Prenons le cas de ce diptère, c'est un moucheron. Donc au mois de mai, mâles et femelles vont émerger, se reproduire. Les mâles en général meurent très très rapidement et les femelles vont ensuite pondre sur les orties. Donc il y a une formation de galles, de larves. Ensuite la feuille va tomber au sol. Il va y avoir la nymphose, c'est-à-dire la transformation de la larve en l'insecte parfait qui va se passer au sol, comme souvent. C'est pour ça que les galles tombent et que vous n'en trouverez pas beaucoup en ce moment. Ensuite, il y a une émergence des adultes, de nouveau reproduction, ponte. Il peut y avoir 2 à 3 générations, mais dans la même année, de mai à juillet. Voilà, avec les deux sexes. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, il peut y avoir un cycle bisannuel, c'est-à-dire comme les plantes qui font leur croissance et montée en graines sur 2 ans. C'est tout à fait possible aussi chez certains animaux. Voilà, un autre diptère, un autre moucheron. Lui fait des gales artichauts, donc à l'extrémité des rameaux. La larve va ensuite passer l'hiver et émerger au printemps suivant pour reprendre et se reproduire à nouveau. Donc là, on est sur un cycle de 2 ans bisannuel. Alors, après, il peut y avoir une alternance de générations sexuées et asexuées. Donc ça, c'est le cas souvent chez les acariens, chez les pucerons. Là, nous avons pris le cas d'un cynips, un hyménoptère. Donc voici les galles, on va dire de printemps, d'où vont émerger mâles et femelles. Donc une génération sexuée, il va y avoir reproduction. Les mâles vont mourir, bien sûr, comme d'habitude, et les femelles vont pondre des larves qui sont totalement différentes des larves de cette génération sexuée. C'est une génération asexuée, ce ne sont que des femelles. Voilà, c'est ce qu'on appelle des galles lentilles. Et donc ces femelles, par parthénogenèse, vont pouvoir ensuite créer des cellules mâles et des cellules femelles. Et nous avons donc fait une boucle pour revenir à notre génération sexuée. Voilà. Juste pour, je vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour expliquer, hein, c'est vrai que c'est un peu complexe, hein, mais donc pourquoi ça s'appelle asexué, c'est parce qu'en fait, donc ce ne sont que des femelles, du coup ils ne vont pas s'accoupler avec des mâles. En fait, c'est donc par parthénogenèse, comme l'a dit Michel, elles vont repondre sans avoir sans avoir besoin de se féconder par des mâles. Voilà. Donc c'est une particularité, c'est un des mystères de la nature. Voilà. Tu ne crois pas si bien dire parce que il existe aussi un autre mode de reproduction asexué, c'est-à-dire que là, on est pratiquement dans le clonage. Les femelles vont donner des femelles. C'est le cas chez les phasmes souvent, euh, qui peuvent carrément se passer de mâles ou dans la nature, il y en a très très peu.
Voilà, quelques-uns quand même, histoire d'avoir un brassage génétique, mais certaines espèces sont capables de se passer entièrement de mâles. C'est le cas de ce Cynips, où donc là on a au printemps des femelles, donc non fécondées, qui vont donner des galles de femelles qui vont émerger et redonner d'autres femelles. Voilà, là on se passe. Vous connaissez peut-être cette gale, hein. Voilà, c'est la seule qui a un nom français pratiquement, c'est le bédégard, hein. Donc sur les glantiers. Donc voilà, vous voyez, différents cycles, chacun a sa stratégie. Ça peut se passer à peu près de la même façon chez les acariens ou chez les pucerons. C'est des, des cycles de vie très complexes. Alors, maintenant que nous avons vu un petit peu la diversité des gales, nous allons les remettre un petit peu dans l'écosystème et dans la biodiversité en général. Donc, on estime à 20 000 espèces dans le monde, dont 13 000 par des insectes. Voilà. Les scientifiques estiment à 1500 le nombre d'espèces en France d'organismes cécidogènes, tout en sachant qu'on peut à chaque fois multiplier par 5 ou par 10 tout ce qu'on ne sait pas. Voilà, certains végétaux sont considérés comme des super hôtes, comme le chêne qui peut avoir plus de 200 espèces de galigènes, enfin cécidogènes. Donc ce sont des super hôtes. Et ça c'est pour l'anecdote. On a retrouvé des fossiles de Galles de moins 34 millions d'années. Donc c'est pas récent, hein, cette association, on va dire, entre l'animal et le végétal. Donc les Galles font partie d'un écosystème naturel, souvent forestier. Voilà, ça a été une longue coévolution. Pour vous donner un ordre d'idée, un chêne peut avoir plus de 200 insectes inféodés à son espèce, alors qu'un platane en aura une dizaine. Donc là, c'est pour vous montrer la coévolution qu'il a pu se passer sur sur des millions d'années. Pardon. Mais la gale peut être un écosystème à part entière. Et donc, à l'intérieur de cette gale, nous allons revenir là-dessus, vous pouvez trouver des parasites, des super parasites, des prédateurs qui vont manger d'autres animaux qui se présentent dans les gales, des commensaux. Alors, des commensaux, c'est synonyme de squatteurs, et des décomposeurs, des suiveurs, des successeurs qui vont ensuite se nourrir des gales, principalement quand elles sont tombées au sol. Donc, prenons une gale, la gale pomme, par exemple, donc multiloge, voilà, créé par Buriza. Voici Buriza, un Cynips. Et donc ensuite d'autres Cynips qu'on appelle inquilins vont venir pondre autour de cette gale. Inquilins, c'est-à-dire c'est des squatteurs, mais ils ne font pas de mal, ils ne vivent pas en parasite ni en symbiose, ils s'installent simplement. Donc plusieurs espèces vont pouvoir s'installer autour de cette pomme. Alors forcément, dès qu'il y a des larves, ça attire des parasites. Du genre ichneumon, par exemple. Vous voyez ici la tarière de l'ichneumon qui va sentir que dans la pomme, dans la gale, il y a des larves et donc qui va aller pondre à l'intérieur de ces larves. Donc là, on est dans les hyperparasites et d'autres organismes sont capables d'aller parasiter ensuite les œufs et les larves de l'ichneumon. Donc, on les appelle les superparasites. Voilà. Donc, se crée toute une chaîne à partir de cette gale. Et puis, les successeurs, donc ça, c'est ceux qui arrivent après pour décomposer souvent. Donc, une fois que les gales sont tombées au sol, que les organismes sont sortis, donc les acariens, les nématodes, les fourmis, les cloportes, ce qu'on appelle la microfaune du sol. Ça peut même aller jusqu'aux sangliers, par exemple. Alors les gales ont des prédateurs directs, principalement des oiseaux qui savent très très bien qu'il y a des larves à l'intérieur. Ils les entendent, ils les sentent. Donc les mésanges aussi.
ici la mésange bleue, mésange nonnette, le piquet-pêche, 3 espèces que vous pouvez rencontrer dans nos espaces verts parisiens, et qui, eux, vont s'attaquer directement à ces gales. Voilà. Et bien sûr, ces animaux-là sont ensuite, donc là, pardon, une fois que les gales sont au sol, vous avez aussi les fourmis, les chenilles, les sangliers qui peuvent se nourrir de gales. Voilà. Et tous ces animaux ont également des super prédateurs. Donc vous voyez, les gales sont dans un tout. Voilà. Alors j'ai mis quelques prédateurs urbains, bien sûr, le renard qui peut s'attaquer aux oiseaux, les chouines, les rapaces, je pense à l'épervier, au faucon cresserelle ou aux rapaces nocturnes que nous avons à Paris, chouette hulotte, et les chats bien sûr. Voilà. Donc là, nous sommes sur un réseau trophique qui a démarré d'un végétal, d'une gale, et qui ensuite s'étend jusqu'aux super prédateurs. Les gales et les hommes, j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples récents, mais les gales ont été utilisées dans les tanins. Alors les tanins empêchent la décomposition des peaux. On en a parlé tout à l'heure des tanins qui étaient créés dans les gales. Les gales ont également servi à créer de l'encre ou des teintures. Et puis un petit peu aussi en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, avec le sumac chinois et ses gales qui servent pour les troubles digestifs, respiratoires et d'autres maux de tous les jours. Actuellement, enfin, il n'y a pas énormément de recherches à ce sujet sur le traitement médicamenteux. Par exemple, sur les lichens, il y a beaucoup de recherches en ce moment sur leur pouvoir antibactérien. Sur les gales, je n'ai rien vu à ce sujet. Alors, pour avancer, pour aller un petit peu plus loin dans la discipline, vous pouvez vous créer des fiches photos. Voilà. Donc ça aussi, si ça vous intéresse, nous pouvons vous la fournir. Où vous mettez les éléments minimums. Donc c'est sympa d'avoir un petit souvenir. Alors, pourquoi éviter de faire des élevages, mais plutôt se faire une collection photographique? C'est parce que les élevages doivent être réservés aux professionnels. C'est-à-dire que vous allez mettre une gale dans un terrarium. Bon, si ça arrive à terme, vous allez vous retrouver avec une petite guêpe de 2 millimètres que vous ne pourrez pas vraiment déterminer. Enfin, il y a très très peu d'intérêt à aller jusqu'à l'éclosion des animaux, sans compter que vous pouvez mettre les gales dans de mauvaises conditions physico-chimiques, elles peuvent se dessécher, enfin c'est voué à l'échec. Le mieux est quand même de se faire une petite collection photographique. Voilà, et enfin pour terminer, les perspectives de recherche qu'évoquent certains scientifiques. Donc bien sûr améliorer la connaissance des organismes. Alors en France, je dis il y a un gros travail à faire. Ça peut passer par la sensibilisation comme nous le faisons aujourd'hui, des sorties. Pourquoi pas une science participative qui pourrait être organisée sur le sujet. Voilà, étudier davantage les communautés d'organismes. Je suis sûr qu'on peut, enfin c'est pas moi qui le dis, qu'il y a des acariens qui sont encore inconnus et qu'on pourrait tout à fait trouver de nouvelles espèces dans cet écosystème gale. Et se servir des gales également comme indicateur de la qualité de notre environnement. Voilà, on sait qu'elles sont sensibles aux insecticides, bien entendu. Euh, donc à la qualité de notre environnement, on pourrait créer comme ça des espèces indicatrices de notre qualité de l'air ou de notre environnement général. Voilà les pistes qu'évoquent les 2 ou 3 professionnels qui ont créé les ouvrages que je vous ai présentés. Voilà.
ce que nous pouvions dire. On a survolé beaucoup. Je vous invite maintenant à vous rendre dans l'espace vert le plus proche de chez vous, d'attendre peut-être les beaux jours parce que les galles sont surtout visibles printemps, surtout été, automne. Là, il reste très très peu de galles sur pied, hein, elles sont toutes tombées au sol. Et donc voilà. Merci pour votre écoute et Frédéric et moi sommes maintenant à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Si surtout nous pouvons y répondre. Merci Merci à tous. beaucoup. Merci Michel Asquette, voilà, conseiller environnement à la Maison Paris Nature, hein, pour ce très beau diaporama sur ce monde extraordinaire et mystérieux que sont les Galles. Et donc j'espère que du coup Michel a su vous donner envie un petit peu de découvrir un peu plus ce monde de la cécidologie.